Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. J'aimerais aborder avec vous le fait qu'on essaye aujourd'hui de nous refaire vivre le 19e siècle, les problématiques du 19e siècle, alors que celles-ci ne nous permettent pas de faire face aux défis qui sont les nôtres. Et oui, avec la dissolution de l'Assemblée nationale et la radicalisation finalement du schéma politique français en un bloc de droite, un bloc de gauche et un bloc du centre, on essaye de nous faire revivre la fin de la Troisième République qui avait lieu dans les années 30, quand le Front populaire s'était créé pour faire barrage au bloc de droite. Troisième République qui est quand même le régime qui est né dans le 19e siècle et va donc ensuite déborder jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui porte avec lui toutes les idéologies du 19e siècle. Un siècle extraordinaire, puisqu'il a connu la naissance, en tous les cas le développement de la révolution industrielle, et même en son tout début, même fin 18e, début 19e, il connaîtra la Révolution française avec tous les changements que cela va apporter, que ce soit au niveau de nos institutions ou même de l'idéologie politique. C'est dans ce siècle que va naître finalement tous les grands courants politiques. Alors certains naîtront au 18e, j'en conviens, mais c'est vraiment au 19e qu'ils vont prendre leur élan, leur puissance, leur force, leur développement, et arriver jusqu'à nous, aujourd'hui, au 21e, avec toujours des partis ou des partisans qui s'en revendiquent. Prenez simplement le communisme, le municipalisme, l'anarchisme, le capitalisme, le libéralisme, le nationalisme, le patriotisme, voire le souverainisme, le royalisme, tous ces ismes du 19e siècle qui arrivent jusqu'à notre époque et qui sont nés ou qui se sont développés à ce moment-là, eh bien, embrasse encore toute l'idéologie et les concepts de la politique française actuelle. Et même notre constitution d'aujourd'hui, de la Ve République, trouve ses racines dans le 19e siècle. Vous n'êtes pas sans savoir que le général de Gaulle, donc le fondateur de la Ve République, se définissait comme un homme du 19e. Il faut dire qu'il était né en 1890, ce qui fera dire d'ailleurs à André Malraux que si De Gaulle était en effet un homme d'avant-hier, il était aussi et surtout un homme d'après-demain. Et après-demain, c'est aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons une Ve République qui, eh bien, après la réforme du quinquennat dans les années 2000, a aligné le temps du président avec celui de l'Assemblée nationale. J'avais déjà dit à l'époque que cela a transformé la nature de nos institutions, qu'on avait changé de république sans s'en apercevoir, et en effet, puisque nous sommes revenus finalement à un schéma qui est très proche de la Troisième République et de ce fameux 19e siècle. Et tout nous pousse à y penser, tout nous pousse à le revivre, et à défaut de pouvoir prédire l'avenir, j'en vois certains qui prédisent l'avenir, de savoir ce que fera ou pas tel ou tel homme politique, eh bien on nous parle du passé parce que finalement cette réforme des institutions nous a fait revenir en puissance cette Troisième République, et on le voit à tous les niveaux. Alors nous le voyons bien sûr avec ce nouveau Front populaire, bien sûr, qui veut faire face à un bloc de droite. On le voit aussi avec la façon, la vision qu'on a eue de l'école ces derniers temps, avec l'envie du retour de l'uniforme, d'un certain autoritarisme, un retour aussi du BEPC. C'était des problématiques qui étaient typiques du 19e siècle et de la Troisième République. On voit comment le chef de l'État avait évoqué l'ordre et le progrès lors d'une conférence. Ordre et progrès qui sont des thèses d'Auguste Comte, un auteur positiviste du 19e siècle. On voit comment un ancien président de la République peut se présenter aux législatives. Ça, c'était un comportement typique de la Troisième République, c'est-à-dire qu'on pouvait passer d'un poste à un autre de façon indifférenciée. On voit aussi comment les gouvernements sont de plus en plus courts, et cela se comprenait,
Pourquoi? Parce que, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de Premier ministre, il y avait un président du Conseil. Un président du Conseil qui devait faire des majorités, et donc c'était plusieurs partis, plusieurs mouvements politiques qui se rassemblaient les uns et les autres pour pouvoir créer des majorités. Et c'est pour ça que ces gouvernements étaient très courts et qu'on parlait d'instabilité parlementaire, parce que dès qu'un membre de cette coalition faisait défaut, souvent c'était cette majorité qui s'effondrait, et donc forcément le président du Conseil qui partait et qui des fois pouvait revenir quelques mois après en ayant lui-même créé une nouvelle majorité. Et c'est exactement ce qu'on est en train de nous faire vivre en nous parlant que l'on pourrait élire le Premier ministre, ce qui est un non-sens en Ve République, bien sûr. Et pourtant, on voit aujourd'hui, pareil, les trois blocs formés dans des coalitions, deux petits partis, parce qu'un seul parti en lui-même ne peut pas avoir une majorité absolue, et chacun a son candidat pour être Premier ministre, exactement dans la forme de la Troisième République et de cette idéologie du XIXe siècle qui arrive vers nous, parce que c'est toute l'idéologie du XIXe siècle qu'on porte avec nous. Vous savez, l'une des grandes idées du XIXe siècle, même si je sais que beaucoup, on en voit dans les médias, vous racontent la naissance de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale, mais en vérité, l'idée que des structures supra-étatiques puissent dominer les États, c'est une idée qui est née au XIXe siècle, et elle est née notamment dans un discours de Victor Hugo en 1849 à un congrès international de la paix, où Victor Hugo souhaite de son vœu la naissance des États-Unis d'Europe pour pouvoir justement garantir la paix et faire face aussi aux États-Unis d'Amérique, parce que, et c'est cela qu'il développe dans son discours, pour lui, les États devraient être dominés par des instances internationales, des instances supra-étatiques. Et vous regarderez cette idée qui est née au XIXe siècle, va avoir une très grande influence sur la politique internationale, puisqu'elle va toucher tous les domaines de la politique. Au niveau de la justice, on va avoir des instances internationales naître avec la CPI. Au niveau de l'économie, on va avoir notamment l'OMC. Au niveau de la santé, on va avoir l'OMS. Au niveau politique entre les États, on va avoir pour l'Europe l'Union européenne. Et on pourrait citer ainsi une multitude d'organismes internationaux. On pourrait citer aussi l'ONU, qui a cette vocation de garantir la paix et qui peut émettre des résolutions qui doivent s'appliquer aux États. Et donc cette idée précisément d'institutions qui domineraient les États est née au XIXe siècle, et il est intéressant comment les trois blocs français ne sont pas tant opposés que ça à cette idée, et même, je dirais, en sont plutôt favorables. Or cela, je suis désolé, rentre en confrontation directe avec l'idée d'indépendance et du fait que les peuples doivent décider eux-mêmes de leur destin, puisque, vous le voyez, dans la mesure où une instance supra-étatique va dire à un État comment il doit se comporter, quelles lois il doit voter, comment il doit investir, comment il doit gérer son budget, et que pour faire vivre ces instances internationales, il va devoir donner des subsides, qu'il va devoir donner des finances qui étaient ceux avant tout de son peuple, vous voyez que ça rentre en confrontation directe avec l'idée d'indépendance et du fait que les peuples doivent décider eux-mêmes de leur destin, puisque dans ce cadre-là, ils ne décident plus de leur destin. La gouvernance mondiale d'institutions supra-étatiques est, je dirais, est en contradiction directe avec l'idée que les peuples doivent décider eux-mêmes de leur destin. Alors certainement, ces institutions sont peut-être utiles et amènent certainement aussi un espace de dialogue, mais entre l'espace de dialogue et une forme de gouvernement mondial, il y a quand même peut-être un espace dans lequel il est possible d'agir. Et c'est cela que je voulais voir avec vous aujourd'hui, parce que c'est précisément cette idéologie du XIXe siècle qui ne nous permet pas de faire face aux défis qui sont les nôtres
au XXIe siècle. On vit la fin de l'économie pétrole, on vit des difficultés au niveau énergétique, au niveau de certaines matières, on sait que des secteurs vont en manquer, on vit la crise de la surproduction, qui est la crise précisément du schéma économique du XIXe siècle. Alors je vois pas comment, en nous vendant à nouveau la révolution industrielle, on va pouvoir résoudre les difficultés qui sont nées de ce schéma économique. On vit encore avec l'idée qu'il va falloir produire et exploiter de façon outrancière les ressources de cette planète pour pouvoir créer de la richesse et pouvoir la distribuer. Or, plus on rentre dans ce schéma qui est un schéma de surproduction, plus on s'enfonce dans la crise, car nous vivons aussi la transformation profonde du schéma de consommation, notamment avec cette transformation de la démographie mondiale. Nous avons des crises à répétition et nous voyons au contraire des populations qui deviennent de plus en plus pauvres et qui font face à de plus en plus de difficultés. Ce qui signifie qu'il va falloir se réorganiser, qu'il va falloir trouver de nouvelles logiques de la distribution des richesses et qu'il va surtout falloir sortir de ce schéma de la surproduction sans condamner le monde à la pauvreté. Or, vous voyez que pour faire naître de telles idées, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau politique, eh bien, il faudra non pas revivre le 19e siècle comme on est en train de nous le vendre, mais il faudra au contraire sortir du 19e siècle. Il faudra retrouver une forme d'indépendance. Il faudra redonner la parole au peuple, mais pour qu'il ait réellement la parole et qu'il puisse réellement aussi refonder son quotidien. C'est ceci que je voulais évoquer avec vous parce que je pense que c'est fondamental à l'avenir et que finalement très peu de monde en parle. On vit un véritable conflit historique entre un passé qu'on essaye de nous vendre constamment et un avenir qui a visiblement des difficultés à naître. C'est sur cela que je vais vous quitter et que je vais vous souhaiter à très bientôt. Merci.